Le monde grec à l'époque classique, de 500 à 323 avant Jésus-Christ, par Patrice Brun, chapitre 3. La guerre du Péloponnèse, de 431 à 403. La guerre du Péloponnèse, la plus grande crise qui ébranla les Grecs et une partie des barbares, selon l'expression de Thucydide, livre 1, 1-2, qui voulait par là renchérir sur un Hérodote voyant dans les guerres médiques l'événement le plus considérable de son temps, fut un tournant majeur dans l'histoire du monde grec des cités. Par son ampleur, certes, comme l'affirme l'historien, par sa durée, elle instilla dans la vie des Grecs non point une culture de guerre, chose quasi consubstantielle à la cité elle-même, mais le principe de la guerre totale. Et, pour reprendre une expression consacrée par un historien de la Première Guerre mondiale, George L. Moss, on peut véritablement parler, dans le déroulement progressif de la guerre du Péloponnèse, d'une brutalisation des sociétés grecques. Les actes de véritable sauvagerie, assez peu fréquents jusque-là dans le monde grec, s'intensifièrent dans les dernières années de la guerre. Asservissement collectif, massacre de masse des populations civiles, exécution sommaire de prisonniers, tout indique le poids que la longueur du conflit eut sur les consciences humaines. Les événements de la période sont particulièrement bien connus grâce à l'œuvre de l'Athénien Thucydide, qui, selon ses propres mots, conçut dès le début des opérations le caractère particulier du choc entre les deux alliances et s'attacha très tôt à recueillir les informations indispensables à la rédaction de son travail, surtout après son exil d'Athènes, dû à une erreur d'appréciation dans la conduite des expéditions militaires vers le nord de la mer Égée, en 424. La question des causes de la guerre du Péloponnèse. Nous sommes sur ce point aidés par l'analyse contemporaine de Thucydide lui-même qui a longuement réfléchi sur les causes de la guerre entre les deux cités et leurs ligues respectives. Aidés ou plutôt guidés, car la réflexion de Thucydide, qui, plus qu'une vérité de granit, est avant tout sa propre interprétation des faits, s'est imposée à ses successeurs, antiques comme modernes. L'Athénien a d'abord fait admettre l'unité de la période, 431 à 404, alors que pour nombre de ses contemporains, tels qu'il les montre d'ailleurs, les 10 premières années de guerre, guerre d'Archidamos et les 8 dernières, guerre de Décélie ou Dionie, séparées par 9 années de trêve qui n'en furent pas, paraissent être bien distinctes. Sa réflexion sur les origines du conflit n'est pourtant pas aisée à remettre en cause. Thucydide distingue deux types de causes, les immédiates, qui parurent les plus claires aux yeux des Grecs d'alors, mais qui n'étaient que des prétextes, et les profondes, moins évidentes à déceler, mais plus vraies. Les causes immédiates sont pour Thucydide 3 conflits opposant directement Athènes et Sparte par l'intermédiaire de certains des alliés de celles-ci et affectant peu à peu la confiance de ces derniers envers la cité hégémonique du Péloponnèse. La première étape de la marche à la guerre se déroule dans les eaux occidentales de la mer Ionienne. À l'origine, il ne s'agissait que d'un conflit interne à la cité d'Épidamne, colonie de Corcyre située sur le continent à hauteur de l'actuelle Albanie. Pour mettre fin à la guerre civile, les gens d'Épidamne firent appel, comme c'était la coutume, à leur métropole Corcyre, qui déclina leur requête. Ils s'adressèrent alors à la métropole de Corcyre, Corinthe, qui, opposée depuis quelque temps déjà à sa colonie, vit dans cette intervention un excellent moyen de retrouver une influence dans ce secteur. Mais la flotte envoyée par les Corinthiens, aidée par des vaisseaux venus de cités alliées, fut battue par celle de Corcyre, en 435. Durant 2 ans, ils refirent leurs forces dans le seul but de prendre leur revanche. Devant l'orage qui montait, les Corcyréens prirent le parti de rechercher l'alliance et la protection d'Athènes. Thucydide a conservé, en les retravaillant bien entendu, les discours des Corcyréens et des Corinthiens devant l'assemblée du peuple à Athènes. Les premiers cherchant à obtenir l'aide des Athéniens en leur faisant miroiter l'intérêt stratégique de Corcyre et d'une force navale qu'il serait dangereux pour les Athéniens de voir passer aux mains de leurs ennemis. Les Corinthiens exigeaient des Athéniens leur neutralité dans le différend au nom du traité de paix de 446. Un dilemme difficile à résoudre pour des Athéniens divisés qui optèrent pour un compromis. L'alliance avec les Corcyréens était acceptable, mais elle aurait un caractère défensif, ce qui devait dissuader ceux-ci d'attaquer les Corinthiens, mais aussi ces derniers de passer à l'offensive, sans quoi ils trouveraient sur leur chemin l'armada athénienne. En quelque sorte, c'était un message d'avertissement livré aux Corinthiens. Ceux-ci, néanmoins, passèrent outre, et en 433 au large des îles Sybota, entre Corcyre et le continent, ils vainquirent une flotte de Corcyre et furent retenus d'attaquer la cité elle-même par l'arrivée d'une flotte athénienne de secours. Le second épisode, responsable de la rupture entre Athènes et Sparte, est celui de Potidée, cité de Chalcidique de Thrace et colonie de Corinthe, avec laquelle elle avait conservé des liens ancestraux. Potidée faisait partie de la Ligue de Délos,
Conséquence probable de l'attaque corinthienne contre Corcyre, à moins qu'il ne faille faire intervenir des considérations locales ou régionales que l'on distingue mal, Athènes enjoignit à son allié de rompre tout lien avec sa métropole et, pour gage de sa soumission, de raser ses murs et de livrer des otages. Les Potidéates essayèrent bien d'exciper de leur bonne foi, mais les Athéniens furent intraitables, ce qui incita les premiers à se rebeller ouvertement, encouragés de toute évidence par les Corinthiens, qui leur fournirent des renforts avant la mise en place du siège athénien et leur firent peut-être entrevoir l'engagement de Sparte dans l'affaire. Potidée était une ville bien fortifiée, et le siège allait durer 3 ans. On ne peut encore parler de rupture entre Athéniens et Sparte, ni même de conflit direct entre Athéniens et Corinthiens, mais la situation s'envenimait toujours davantage. L'ultime pomme de discorde concerna la cité de Mégare, qui, depuis 446, avait rejoint le camp spartiate. Si Thucydide, en y accordant qu'une place limitée, suggère qu'elle ne fut qu'une cause annexe de la rupture, l'affaire de Mégare est symptomatique des positions rigides des divers protagonistes. En 432, ou un peu plus tôt, les Athéniens, peut-être en rétorsion de l'aide mégarienne accordée à la flotte corinthienne dans ses opérations contre Corcyre, décidèrent d'interdire à Mégare tout commerce avec l'Attique, mais aussi avec les marchés de l'Empire. C'était un coup très dur porté à une cité commerciale, et l'on verra en 424 Aristophane décrire, sur un mode comique et peut-être exagéré, la situation dramatique d'une cité affamée. Arcanien 729-835 pour la source. Si l'affaire de Corcyre n'était pas du fait des Athéniens, mais de la responsabilité des Corinthiens, les décisions contre Potidée et Mégare sont venues directement d'Athènes. Il serait toutefois erroné de sous-peser la part de responsabilité des uns et des autres. S'il est indiscutable que les Corinthiens ont eu un rôle central dans le déclenchement de la guerre, la constance avec laquelle les Athéniens, depuis plusieurs années déjà, avaient peu à peu affaibli les positions de Corinthe, un peu partout où elles s'exprimaient, ne pouvait rester sans réponse, sauf à voir la cité mourir à petit feu. En fait, il semble, comme l'avait déjà remarqué Thucydide, que tout le monde s'était depuis déjà quelque temps persuadé de l'aspect inéluctable du conflit entre les deux grandes puissances. Et on doit reconnaître que l'analyse de Thucydide a le mérite de la cohérence, car ce n'était pas seulement Corinthe que les Athéniens avaient affaibli, mais l'autorité de Sparte et la confiance que les alliés mettaient en elle. Sans doute le monde grec balkanique était-il trop étroit pour accepter deux hégémonies concurrentes qui devaient fatalement se dresser un jour l'un contre l'autre. Le modus vivendi illustré par Simon, la mer Égée aux Athéniens, le continent à Sparte, ne pouvait tenir longtemps, surtout avec la présence, dans les rangs péloponnésiens, d'une cité, Corinthe, depuis toujours attirée par la mer. Lorsque Thucydide écrit que la cause la plus vraie de la guerre résidait dans l'accroissement permanent de la puissance athénienne et la crainte qu'en concevaient les Spartiates, en ajoutant que les griefs invoqués, Corcyre, Potidée, Mégare, n'étaient que des prétextes. Livre 1, 23, 5. Il semble difficile de ne pas le suivre, même s'il n'est pas moins évident que les Spartiates, d'eux-mêmes, ne se seraient pas engagés dans la guerre, en tout cas pas aussitôt. L'affaire se noua à Sparte à partir de l'automne 432, lorsque Mégariens et Corinthiens vinrent se plaindre ouvertement des agressions et des empiètements athéniens. Thucydide a conservé, ou recréé, car il est impossible de déceler la part personnelle de l'historien dans les argumentations des uns et des autres, le discours des Corinthiens, reprochant aux Spartiates leur inertie face au dynamisme athénien, et la réponse des Athéniens appelant les Spartiates à conserver leur sang-froid et à recourir à l'arbitrage prévu par le traité de 446. Puis il présente l'avis de l'un des deux rois de Sparte, Archidamos, qui prôna la paix face à la puissance militaire des Athéniens, et celui de l'un des Éphores, Sténélaïdas, partisan déterminé de la guerre. Si les Spartiates se prononcèrent pour elle, ce fut sans doute parce qu'ils avaient compris que, s'ils reculaient, c'était toute la confédération péloponnésienne qui volait en éclats, les Corinthiens leur ayant clairement signifié qu'un refus de la guerre les obligerait à entrer dans l'alliance athénienne. Or, comme leur hégémonie dans le Péloponnèse était, on l'a vu, la condition sine qua non de la perpétuation de leur emprise sur les Ilotes, à l'intérieur même de leur territoire, c'est presque l'existence de Sparte qui était remise en cause. Il n'est pas exagéré de dire que les Spartiates ne sont entrés dans la guerre que pour maintenir leur hégémonie sur leurs alliés et leur domination sur leurs îlotes, illustrant à leur façon la règle diplomatique selon laquelle on suit ses alliés pour en demeurer leur chef. Le principe de la guerre ayant été voté durant l'hiver 432-431 et les usages de la guerre interdisant l'ouverture des opérations avant la belle saison,
Il restait du temps pour des négociations éventuelles. Mais les propositions de Sparte se limitèrent à des ultimatums que l'adversaire ne pouvait accepter sauf à paraître reculé. C'est ainsi que les Spartiates exigèrent des Athéniens l'exil de la souillure des Alcméonides, rappelant par là un sacrilège commis 2 siècles plus tôt par un ancêtre de Périclès, et visant de manière non dissimulée l'inspirateur de la politique athénienne, puis la levée du siège de Potidée, le rappel du décret contre Mégare et l'autonomie d'Égine, et de manière plus générale celle des Grecs. Thucydide, livre 1, 139-3. Toutes exigences qui faisaient des Athéniens les seuls responsables de la crise et donc inacceptables par ces derniers qui furent convaincus par Périclès de résister. On a d'ailleurs l'impression, à la lecture de Thucydide, que ces exigences étaient avancées sans attente particulière de la part des Spartiates, qui souhaitaient avant toute chose faire porter la responsabilité de la rupture du traité de 446 sur les seuls Athéniens, par crainte de paraître sacrilège en rompant la trêve jurée alors. La guerre archidamique et la paix de Nicias, de 431 à 421. On évoquera plus loin la personnalité du plus célèbre Athénien du 5e siècle, notamment dans son approche de la démocratie à Athènes. Mais c'est en 431 que son influence fut la plus déterminante sur le cours des événements de la cité. Thucydide montre Périclès dans un discours brillant, livre 1 140-144. À la tribune de l'Assemblée pour réfuter les accusations des Spartiates et convaincre ses concitoyens de ne pas céder à leurs injonctions car, disait-il, reculer sur l'une de ces exigences en déclencherait d'autres. Mieux valait se lancer maintenant dans une guerre que, du fait des richesses incomparablement plus grandes des Athéniens, ils aborderaient dans les dispositions les meilleures. Il suffisait de s'enfermer à l'intérieur des longs murs, refuser le combat aux fantassins péloponnésiens, plus nombreux et mieux entraînés et, par la maîtrise de la mer qui assurait un ravitaillement efficace, lancer des raids répétés sur les côtes ennemies. C'était là, en quelques phrases, l'essentiel de ce que l'on a appelé la stratégie péricléenne, dont on a vu qu'elle avait été en fait conçue dès 458 et même auparavant, comme en témoigne la volonté de Thémistocle de protéger le Pirée dès la fin des guerres médiques. Plus tard, alors que les opérations étaient sur le point de débuter, par une description précise des richesses de la cité, livre 2, 13-14, Périclès convainquit définitivement les Athéniens de la justesse de la décision prise. La guerre commença au printemps par le siège de la cité boétienne de Platée, ami traditionnel d'Athènes qui avait toujours été l'adversaire d'une Thèbes hégémonique en Boétie. Les Spartiates ne pouvaient faire moins que soutenir les Thébains dans ce siège qui devait s'avérer long, plus de 3 ans. Et c'est dans ce contexte que débuta, l'été 431, la première invasion des Péloponnésiens en Attique, censée amener les Athéniens à composition. Cette guerre, à l'ancienne, par les ravages sur le territoire cultivé, devait obliger les Athéniens à accepter une bataille rangée dans la plaine, mais cohérent avec leur stratégie initiale, ceux-ci refusèrent le combat. Annuel entre 431 et 425, sauf durant les années 429 et 426, les invasions étaient brèves. La plus longue, celle de 430, dura 40 jours, et l'on discute encore de leurs conséquences réelles sur la campagne attique. Nul doute que les cultures annuelles étaient détruites. Mais une étude fine de la situation a montré que l'essentiel de la richesse agricole, vignes, arbres fruitiers, ne fut que peu touché par les incursions menées par Archidamos. À terme, la stratégie spartiate s'avéra un échec militaire. Aucun engagement significatif propre à faire plier les Athéniens n'eut jamais lieu durant ces années. Tout au contraire, les Athéniens, refusant le combat, envoyèrent des raids de représailles sur le pourtour du Péloponnèse grâce à la domination de leur flotte. De plus, la présence athénienne à Naupacte, à l'entrée du golfe de Corinthe, réaffirmée par 2 victoires navales du stratège Phormion au large de la ville, bloquait toute tentative maritime adverse. Dans le nord de l'Égée, les Athéniens renforcèrent leur présence par la prise, après 3 ans de siège, de Potidée, et par une série d'expéditions limitées dans cette partie stratégique pour l'approvisionnement d'Athènes en matières premières. Non pourtant que la situation leur fut entièrement propice, d'abord parce que la décision d'abandonner tout le territoire et de replier les habitants à l'intérieur des longs murs n'alla pas sans mal. De très nombreux paysans déracinés durent s'y installer dans de précaires conditions et assister impuissants, dès la première année, aux ravages infligés par l'armée d'Archidamos à leurs terres. Aristophane dans les Acarniens, pièce créée en 425, a laissé un témoignage de la rancœur de ces paysans. La situation se dégrada encore en 430 avec l'arrivée au Pirée d'une peste, entendons d'une maladie contagieuse, peut-être une fièvre typhoïde,
dont les effets furent démultipliés par l'entassement de centaines de milliers de personnes dans un espace étroit. Thucydide a laissé une description impressionnante. Livre 2, 47-54. De cet épisode dramatique qui devait laisser des traces indélébiles dans la démographie athénienne, et ce d'autant plus que des récurrences de l'épidémie se produisirent les années suivantes. La chute de Platée en 427, la lourde défaite d'un contingent d'hoplites athéniens en Étolie en 426 montrent aussi que les perspectives militaires n'étaient pas toujours favorables aux Athéniens. À la nécessité pour les Athéniens de maintenir leur empire répondait bien entendu la volonté pour les Péloponnésiens de saper les bases territoriales de la Ligue de Délos, dès lors qu'il devint possible que les opérations en Attique ne suffiraient pas à faire plier les Athéniens. Pourtant, ils ne surent pas profiter de l'occasion qui leur fut donnée de créer un front difficile pour les Athéniens, à l'occasion de la révolte de Mytilène. Cette cité, la plus puissante de l'île de Lesbos, faisait partie encore en 429 des alliés libres d'Athènes, ceux qui versaient leur contribution au fonctionnement de la Ligue en fournissant hommes et trières. C'était aux yeux des Athéniens une cité amie et non soumise qui prononça sa sécession de la Ligue, en comptant bien sûr sur une aide des Péloponnésiens. L'affaire était grave pour les Athéniens. D'un point de vue financier tout d'abord, les réserves accumulées sur l'Acropole fondaient à vue d'œil, et il fallut pour le siège de la cité rebelle lever un impôt exceptionnel, et isphora, de 200 talents. D'un point de vue militaire ensuite, ce pouvait être le début d'une série de révoltes que les Athéniens auraient le plus grand mal à maîtriser. Cela explique sans doute la vigueur de la République athénienne et le débat qui s'engagea à l'issue de la reddition mytilénienne. Thucydide a laissé une transcription, comme toujours assez libre, des deux positions, l'une défendue par un certain Diodote, inconnu par ailleurs et dont on peut se demander s'il ne reflète pas les exactes positions de Thucydide sur l'Empire, prônant le pardon, l'autre soutenu par Cléon, qui, à la mort de Périclès en 429, était devenu l'homme le plus influent à l'Assemblée. Insistant sur la nécessité d'un châtiment exemplaire, livre 3, 37-48, après des hésitations, les Athéniens optèrent pour une répression limitée aux seuls meneurs de la révolte et à une confiscation de leurs biens. Quant aux Spartiates, malgré l'adresse par les Mytiléniens d'une ambassade officielle et l'envoi en retour de 40 vaisseaux de secours, ils n'avaient rien fait qui pût aider les révoltés. Naviguant avec lenteur et crainte dans une Égée contrôlée par les Athéniens, ils prirent dans l'île d'Icaros la nouvelle de la capitulation de Mytilène et décidèrent de regagner le Péloponnèse sans rien tenter. Jusqu'en 425, donc, succès et défaites s'équilibraient pour les deux camps et les affaiblissaient. Un épisode d'une importance capitale modifia pour un temps la donne. Au cours de l'une des expéditions athéniennes autour du Péloponnèse, une flotte mouilla dans l'îlot de Sphactérie, qui formait la baie de Pylos, au sud-ouest de la péninsule. À l'issue de mouvements de troupes, 420 fantassins lacédémoniens, dont 120 citoyens de plein droit, homoioi, se retrouvèrent assiégés dans l'île, entourés par la flotte athénienne. Aussitôt, les Lacédémoniens envoyèrent une ambassade à Athènes demander la libération des soldats, en échange de quoi ils proposaient la paix. Cette attitude, qui revenait à sacrifier les intérêts de leurs alliés pour récupérer leurs seuls hommes, est pour nous la première illustration concrète de ce que l'on a coutume d'appeler l'oliganthropie spartiate, le manque non point d'hommes, mais de citoyens de plein droit. Malgré cette avancée qui revenait pour les Spartiates à renoncer à leurs ambitions de 431, et donc à reconnaître le succès athénien, Cléon parvint à convaincre ses concitoyens de le désigner stratège, promettant de s'emparer des prisonniers. Attitude qui montrait que les Athéniens, loin de chercher la paix sur la base du statu quo ante bellum, espéraient renforcer leurs positions antérieures. Contre toute attente, il tint son engagement, et les Spartiates, plutôt que de résister, préférèrent se rendre, acte qui contredisait toute l'idéologie militaire spartiate. Mais surtout, ce coup d'éclat de Cléon allait rendre les Athéniens beaucoup plus exigeants et moins pressés d'arrêter la guerre. Dès lors que les prisonniers spartiates ramenés à Athènes servaient désormais d'otages et assuraient que l'Attique ne serait plus envahie, Sparte était paralysée. Rapportés à l'ensemble du monde grec, les événements de Pylos eurent un très fort ressentiment. C'était une défaite totale, dans des conditions, la capitulation sans combat, inimaginable dans l'esprit d'une certaine légende spartiate exaltant volontiers la belle mort, au détriment de la défaite ou de la reddition, qui mettait à mal la place hégémonique de Sparte dans l'alliance péloponnésienne. Inversement, c'était l'affirmation de la toute-puissance d'Athènes qui, en position de force désormais,
en profita pour tripler le montant du phoros perçu sur ses alliés, dans Impérialisme et démocratie, numéro 20 pour la source. Le refus athénien de traiter dans une position pourtant favorable rendait inéluctable la poursuite des hostilités, mais ailleurs qu'en Attique. Avec le recul, bien des historiens, et Thucydide le premier, ont jugé sévèrement l'attitude athénienne, et singulièrement celle de Cléon, qui impulse à ce moment la politique de l'Assemblée du peuple. Une biographie récente du personnage a remis les choses à leur juste place. Il ne faut cependant pas voir en Cléon le seul responsable de cette position extrême, partagée par ses concitoyens, car en Grèce, en règle générale, et dans ce siècle athénien en particulier, l'impérialisme ne se nourrit pas de limites et la course à l'hégémonie rendait naturellement l'idée d'un prolongement presque indéfini de l'expansion. Avant Cléon, sous l'autorité de Thémistocle, puis de Périclès, les Athéniens avaient bâti leur hégémonie, écrasé les velléités d'indépendance des alliés. Après Cléon, les Athéniens eurent une attitude identique, et même plus lourde encore de conséquences, lorsque fut décidée en 415 l'expédition de Sicile. Il n'est donc guère raisonnable de faire reporter sur le seul Cléon la responsabilité de la poursuite de la guerre, qui n'était en réalité que la volonté de perpétuation d'un système impérialiste dont personne à Athènes n'entrevoyait ni ne désirait la fin. Ce fut dans le nord que les Spartiates, poussés par leurs alliés thébains et corinthiens, portèrent la guerre et la personnalité du nouveau chef militaire envoyé pour l'occasion, Brasidas, fut pour beaucoup dans le redressement spartiate. Inventif dans ses coups de main, habile dans la négociation avec les cités, il réussit à détacher de l'alliance athénienne nombre de cités de Thrace littorale, en mettant en avant le principe de l'autonomie que les Athéniens avaient largement bafoué. Surtout, il obtint la reddition de la ville d'Amphipolis en 424. Clé de cette région pour les Athéniens, ainsi que de plusieurs cités voisines, las de l'hégémonie athénienne. La situation se dégradait d'autant plus pour les Athéniens que, au même moment, un fort contingent d'hoplites était battu par les Thébains à Délion, en Béotie. Le balancier des armes revenant sur un point d'équilibre, on pouvait envisager de traiter. Une trêve d'1 an fut jurée en 423, mais non appliquée car les défections se poursuivaient. D'un autre côté, il n'est pas interdit de penser que Brasidas, au vu de ses succès, voyait moins l'intérêt d'une trêve à l'instar des Athéniens 1 an plus tôt. L'année suivante, en 422, sous les murs d'Amphipolis, les Athéniens étaient de nouveau battus par l'armée lacédémonienne, et Cléon, qui les commandait, fut tué, en même temps que Brasidas. Les deux hommes qui symbolisaient la lutte à outrance disparaissaient en même temps. La voie était ouverte pour de véritables négociations de paix. Aristophane, dans sa comédie La paix, entre 265 et 280, pourra dire que les Athéniens et les Lacédémoniens ont chacun perdu leur pilon. Les deux adversaires, pour des raisons diverses, étaient affaiblis. Les Athéniens s'inquiétaient de la multiplication des défections dans le nord de la mer Égée, si important pour eux. De leur côté, les Spartiates voulaient récupérer leurs prisonniers et écarter tout risque d'une révolte des Ilotes. D'un côté comme de l'autre, les intérêts des alliés ne furent jamais mis dans la balance. Le besoin d'autonomie et le refus d'une hégémonie athénienne, devenue trop dure, qui avait expliqué l'aisance relative avec laquelle Brasidas avait pu encourager les défections, n'était pas plus pris en compte que la position très ferme des Corinthiens et des Thébains à l'égard des Athéniens. Ces attitudes parallèles montrent que les alliances n'avaient de sens que si on les comprend du point de vue de la puissance hégémonique. La paix, dite de Nicias, du nom du principal négociateur athénien, fut jurée en 421. Les Athéniens remettaient les prisonniers de Pylos, abandonnaient les possessions qu'ils avaient acquises dans et autour du Péloponnèse depuis 431, dont Pylos, et promettaient même leur aide contre une éventuelle révolte ilotique. De leur côté, les Spartiates laissaient aux Athéniens toutes les cités qu'ils avaient conquises depuis 424, dont Amphipolis. La paix de Nicias est indiscutablement un succès pour les Athéniens. Si l'on admet que le but de Sparte 10 ans plus tôt, abattre l'hégémonie de sa rivale, n'était pas atteint, la puissance militaire athénienne avait certes été ébranlée, notamment dans les dernières années de la guerre archidamique. La popularité, si l'on peut ainsi dire, d'Athènes dans la Ligue de Délos n'avait plus guère de consistance, et c'est sur la seule coercition que sa domination s'exerçait désormais. Les finances de la cité, florissante en 431, étaient bien mal en point en 421. Le nombre de citoyens avait été réduit de manière drastique par la multiplication des opérations militaires et l'épidémie de 430-428. Il faut cependant juger la position d'Athènes au sortir de la guerre en fonction de la situation de Sparte, qui ne s'était
pas montrée véritablement menaçante pour la puissance athénienne, et qui, chose aggravante aux yeux de ses alliés, avait avant toute chose privilégié ses propres intérêts. Elle s'était pour partie discréditée auprès des Corinthiens et des Thébains, ce qui explique que ces peuples, et d'autres encore, refusèrent de prêter le serment de paix. Les deux cités hégémoniques sortaient donc affaiblies de 10 ans de guerre, et la seconde plus encore que la première. La paix armée, de 421 à 415. Rien ne serait plus faux d'imaginer la période qui s'ouvre alors comme un temps de réconciliation. Les conditions de la paix de Nicias, à laquelle les protagonistes, et encore pas tous, comme on l'a vu, n'avaient souscrit que sous la contrainte, ne créaient pas celle d'une vraie paix. Malgré la vision un peu optimiste développée par Aristophane dans La paix, créée en 421, dans l'esprit de chacun, il ne s'agissait que d'une trêve, d'un temps de latence pour reprendre des forces et tenter de saper celles de l'adversaire. Cela se marque certes par quelques apaisements à l'intérieur de la Ligue de Délos, où l'on en revient aux tribus d'Aristide, c'est-à-dire un montant du foros antérieur à la forte augmentation de 424, mais à la paix revenue, les alliés qui avaient ou avaient eu l'intention de se rebeller comprenaient à présent qu'ils ne pouvaient pas compter sur une aide éventuelle des Péloponnésiens. On le vit bien quand en 416, les Athéniens firent le siège de l'île de Mélos, jusqu'alors extérieure à la Ligue, bien que plutôt favorable aux Lacédémoniens, pour la comprendre à y adhérer. Contrairement aux espoirs de Mélien, ces derniers ne bougèrent pas, et les Athéniens purent, sans coup férir, s'emparer de la petite cité, massacrer la population mâle et réduire les femmes et les enfants en servitude. Si un tel traitement était réservé à une cité qui ne faisait pas partie de la Ligue, ceux qui comptaient au nombre des alliés sujets savaient, dans ces conditions, à quoi s'attendre en cas de dissidence. En tout cas, conformément aux engagements athéniens, on en revint aux tribus d'Aristide. Il est vrai que l'allègement, et non la disparition, des opérations militaires longues et lointaines rendait moins nécessaire de fortes rentrées fiscales. À Athènes même, on en profita pour reprendre, sur une échelle importante, des travaux d'aménagement de l'acropole, qui n'avaient toutefois pas entièrement cessé durant la guerre d'Archidamos. Du côté péloponnésien, les choses étaient moins simples. Les Corinthiens, en effet, peu satisfaits d'une paix entérinant à leurs yeux une suprématie athénienne qu'ils avaient voulu renverser, cherchèrent un rapprochement avec Mantinée et Argos, montrant ainsi leur défiance envers les Lacédémoniens. Ce fut un échec, mais les Lacédémoniens préférèrent assurer leurs arrières en passant dès 420 une alliance directe avec Argos, selon Thucydide, livre 5, 36. Du côté argien, cette alliance était acceptée sous la contrainte, car la haine entre les deux cités était tenace, et elle n'était qu'une solution d'attente. Or, à Athènes, un homme qui apparaît pour la première fois dans l'œuvre de Thucydide et devait faire parler de lui par la suite, Alcibiade, entreprit de rapprocher Athènes d'Argos, à seule fin, bien entendu, de fixer Sparte dans la péninsule et d'avoir les mains libres dans le nord de l'Égée, où les opérations n'avaient pas vraiment cessé. Prise de Scionée en 421, tentative répétée contre Amphipolis, que les Athéniens, malgré les termes de la paix de 421, n'avaient pas pu récupérer. En 419, trois cités du Péloponnèse, Argos, Mantinée et Élis, concluaient une alliance défensive avec Athènes. D'un strict point de vue juridique, cela ne remettait pas en cause l'alliance précédente entre Athènes et Sparte, puisque le traité en question était voté sur des bases défensives, même si, on s'en doute, les risques d'embrasement étaient grands. Après quelques escarmouches entre Argiens et Lacédémoniens, l'engagement décisif eut lieu en 418, non loin de Mantinée. Thucydide, Grand 5, 74-75. Le succès spartiate fut total, et le maigre contingent athénien envoyé au titre de l'Alliance décimé. Argos et Mantinée durent traiter dans les pires conditions et accepter une paix synonyme de défaite. Peu de temps après, un régime oligarchique s'imposa à Argos, avec l'assentiment des Lacédémoniens. Sparte avait restauré son autorité sur le Péloponnèse. Elle n'alla pas plus loin et ne chercha pas la rupture avec Athènes. De son côté, celle-ci avait compris, avec la bataille de Mantinée, que l'idée d'une déliquescence de l'hégémonie lacédémonienne sur la péninsule était encore une chimère. Pourtant, à Athènes, les discussions sur la politique à adopter sont vives. Les tenants d'une attitude réservée, représentés bientôt par Nicias, semblent de plus en plus menacés par ceux, avec Alcibiade, comme figure de proue, qui penchent pour une extension nouvelle de la Ligue. Si, en 417 ou 416, le débat avait abouti de manière paradoxale et injuste à l'ostracisme d'un troisième homme, Hyperbolos,
Son issue incertaine ne faisait que reporter à plus tard le choix de cette politique impériale. C'est en 415 que se noua le drame. L'expédition de Sicile de 415 à 413. L'origine de l'expédition de Sicile, dont on comprend vite qu'elle fut un tournant majeur de la guerre du Péloponnèse, est bien connue dans ses aspects purement diplomatiques, mais elle ne lasse pas de poser de multiples questions sur l'attitude athénienne. Dans l'hiver 416, les Athéniens furent saisis d'une demande d'alliance de la cité sicilienne d'Égestée, aux prises avec sa voisine Sélinonte, avec une promesse d'entretenir le corps expéditionnaire. Ce n'était pas la première fois que les Athéniens intervenaient dans les affaires occidentales. Sans remonter à la fondation de Tourioï en 445, il faut rappeler que peu de temps avant le déclenchement de la guerre du Péloponnèse, les Athéniens avaient fait alliance avec Région et Léontinois, impérialisme et démocratie numéro 14 pour la source, et s'intéressaient aux riches possibilités céréalières de la Sicile. Les envoyés athéniens, dépêchés à Égestée, revinrent enthousiastes et le principe d'une expédition de grande envergure fut posé devant l'assemblée du peuple. Thucydide a laissé des pages célèbres sur l'opposition entre ceux qui penchaient pour la conservation des acquis de l'Empire, dont Nicias était le porte-parole, et ceux qui croyaient en une poursuite presque indéfinie de l'impérialisme, représenté par Alcibiade. Pourtant, on l'a vu, cette séparation ne naît pas en 415, au moment de s'engager dans l'expédition, et la position mi-chèvre-mi-chou qui reflète l'alliance défensive avec Argos n'avait fait que refuser de trancher le débat. Si Thucydide condamne avec sévérité l'attitude athénienne à ce moment, il ne faut pas oublier que, une année plus tôt, le siège de Mélos avait été pour l'historien l'occasion d'une non moins sévère condamnation du cynisme impérial athénien. En quelque sorte, le dialogue mélien, comme on désigne l'échange reconstitué par l'historien, livre 5, 85-113, entre les Méliens sommés de se rendre et les Athéniens, est prémonitoire de la décision de voguer vers la Sicile l'année suivante. À la suite de Thucydide, la plupart des modernes, instruits par l'issue de l'expédition, ont vu dans l'expédition une erreur fondamentale des Athéniens, rendue plus incompréhensible encore par l'état d'ignorance dans lequel ils étaient de la Sicile, de sa superficie, de ses problèmes internes. Certes, il est commode de faire retomber la responsabilité de la guerre sur le seul Alcibiade, dont Thucydide pointe le caractère biaisé et intéressé de l'argumentation. Il nous dit « C'était avant tout pour son pouvoir et son prestige personnel qu'il engageait la cité dans ce conflit. » Mais la réplique de Nicias, telle que rapportée par Thucydide, semble bien indigente, ou du moins fort hésitante. Ce n'est pas le principe même de la guerre qu'il remettait en cause, ni même celui d'une expédition d'envergure. Simplement, il lui semblait que le moment n'était pas opportun. Avec une Sparte dont on pouvait redouter les agissements pendant que l'armée serait loin de l'Attique, que l'objectif lui-même était lointain et incertain, que tout cela coûterait très cher. L'épigraphie confirme ce point, puisqu'il fallut emprunter de très grosses sommes à la déesse, M&L 78. Attitude qui reflétait, Alcibiade le démontra bien aux yeux des Athéniens, une hésitation qu'il fit passer pour de la pusillanimité. En fait, la volonté de partir pour la Sicile, si elle est le produit de la volonté d'Alcibiade de se pousser sur la scène politique, était dans le droit fil du refus de chercher l'apaisement en 431, d'accorder la paix aux Spartiates après Pylos, ou dans la décision de lancer une opération militaire contre Mélos. Si les buts se modifiaient, si les moyens engagés n'ont pas de commune mesure, il s'agit bien d'un schéma de pensée qui considère illimité la puissance athénienne. L'idée d'un échec n'effleura pas la majorité des Athéniens, attirés par l'espoir d'un butin immense et de gros revenus pour le futur. Thucydide 6, 24. Sauf peut-être au moment du départ, si l'on en croit une phrase de Thucydide 6, 30. En ce sens, l'expédition devient compréhensible, au même titre que d'autres campagnes militaires, bien postérieures dirigées contre la Russie par Napoléon ou Hitler, auxquelles celle de Sicile est souvent comparée. Le principe d'une expédition en Sicile fut donc voté et les Athéniens décidèrent d'associer Alcibiade, Nicias et un troisième stratège, Lamachos à son commandement. Les préparatifs s'engagèrent, mais ils furent marqués par un événement inattendu qui allait avoir un impact considérable sur le déroulement de la campagne. Quelques jours avant le départ de la flotte, 2 scandales éclatèrent, et dans chacun d'entre eux, le nom d'Alcibiade apparaissait. 2 inconnus avaient défiguré les statues d'Hermès disposées le long des routes autour d'Athènes. Cependant, que l'on apprit l'existence de réunions secrètes au cours desquelles les mystères d'Éleusis avaient été parodiés. Dans une société où les croyances religieuses étaient vivaces, de tels actes qui pouvaient dresser les dieux contre la cité furent pris très au sérieux et des enquêtes diligentées. Il était trop tard pour aboutir avant le départ de l'expédition
et Alcibiade put partir à la tête de l'armée. Mais conscient de ses responsabilités dans les affaires en cours, ou simplement inquiet de l'attitude soupçonneuse de la justice athénienne à son encontre, lui qui avait accumulé passablement d'inimitiés et de jalousie dans sa cité, il faussa compagnie à la flotte et se réfugia, avec son vaisseau personnel, dans le Péloponnèse où il ne tarda pas à se prévaloir de sa connaissance de la cité pour donner des conseils de guerre à Sparte. L'expédition de Sicile perdait donc, dès avant les premières batailles, celui qui avait le plus agi pour son déclenchement, et allait être essentiellement dirigée par un homme, Nicias, qui avait tout fait pour qu'elle n'eût pas lieu. Si les premières opérations menées contre Syracuse se déroulèrent avec succès, pour les Athéniens qui assiégèrent la cité et contrôlèrent très vite le plateau, des épipoles dominant la ville, cela ne dura pas. En effet, comme Nicias l'avait craint, devant l'assemblée du peuple, les Spartiates ne tardèrent pas à répondre à l'appel des Syracusiens, avec timidité tout d'abord. 4 navires commandés par Gylippe vinrent au secours de la cité assiégée, puis plus franchement, avec une nouvelle invasion de l'Attique et surtout la prise d'une bourgade au nord du territoire, Décélie, que les Lacédémoniens fortifièrent et n'allaient plus lâcher jusqu'à la victoire finale. Cette opposition permanente permit aux occupants de ravager avec plus de méthode qu'entre 431 et 425 l'Attique et de priver Athènes de l'essentiel de son territoire. Thucydide affirme que cette décision leur fut suggérée par Alcibiade, livre 6, 91. Mais peut-être les Spartiates n'étaient-ils pas assez sots pour ne pas avoir eu eux-mêmes l'idée d'ouvrir la guerre sur 2 fronts. En tout cas, la situation se détériora très vite pour les Athéniens qui ne trouvèrent en Sicile ni les réserves financières, ni les appuis politiques et militaires promis. Les renforts réclamés par Nicias, une flotte conduite par le stratège Démosthène, ne changeaient rien à cette rapide et imprévue dégradation. Lorsqu'au printemps 413, il devint évident que seule une retraite pouvait empêcher l'irrémédiable, les tergiversations de Nicias le retardèrent trop, et le corps expéditionnaire, ou plutôt ce qu'il en restait après une série de lourdes défaites, capitula. Les stratèges Démosthène et Nicias furent exécutés. Les militaires athéniens survivants emprisonnés dans les carrières de Syracuse, les Latomies. Très peu d'entre eux purent retourner à Athènes. Thucydide 7, 87. La guerre d'Ionie est la défaite finale d'Athènes, 413 à 403. La déconfiture des Athéniens en Sicile fut déterminante à moyen terme pour l'issue de la guerre. De soubresauts internes en reculades successives ponctuées par d'éphémères redressements, la puissance d'Athènes s'effondra. Compte tenu de la situation née des événements de Sicile, c'est moins la défaite finale d'Athènes que sa longue résistance qui peut paraître surprenante. Si Sparte avait depuis 414 recommencé la guerre contre Athènes en envahissant l'Attique, la déroute de son ennemi en Occident l'incita à pousser son avantage, et ce d'autant plus que de nombreux sujets d'Athènes trouvèrent le moment opportun pour secouer un joug honni et retrouver leur autonomie. Parmi celles qui demandèrent l'aide spartiate, il y avait pour la première fois des cités d'Ionie, notamment Chios. Répondre à de telles sollicitations revenait à porter la guerre sur un théâtre d'opération nouveau pour Sparte, l'Asie mineure, pour laquelle il était indispensable de disposer d'une flotte. Or, les satrapes d'Asie mineure, Tissaphernes pour l'Ionie, Pharnabase pour l'Hellespont, virent là l'occasion idéale d'anéantir à leur profit la présence athénienne en Asie mineure. Il leur fallait pour cela aider financièrement Sparte. Compte tenu de la proximité de Sardes, où résidait Tissaphernes, les Spartiates optèrent pour l'alliance avec ce dernier, en des termes qui accordaient au roi la suzeraineté sur le territoire et les villes qu'il possède ou que ses pairs possédaient. Thucydide 8, 18. Autrement dit, l'Asie mineure. Certes, un tel accord présentait des difficultés réelles. Comment concevoir une alliance avec les Perses, dont l'issue aboutirait à leur donner l'hégémonie sur des cités grecques que l'on refusait pour Athènes au nom de l'autonomie? En fait, tant que la menace athénienne planait encore, la question n'était pas posée en ces termes. Et l'hiver 412-411, un second traité entre les deux parties détermina les conditions de l'aide financière perse, que Tissaphernes, instruit par Alcibiade, dont les Spartiates se défiaient peu à peu, leur accorda chichement, préférant affaiblir les belligérants. C'est que, contrairement aux espérances lacédémoniennes, la déroute en Sicile et les défaites en cascade, si elles avaient atteint le potentiel militaire d'Athènes, n'avaient pas entamé la volonté de se battre pour conserver l'empire. Le Phoros, ne pouvant plus être levé en raison de la disparition de la mainmise sur les jets, les Athéniens lui avaient substitué dès 413 une taxe du 20e sur le commerce maritime. D'autre part, la réaction militaire ne se fit pas attendre.
Conscients de ce que la partie allait à présent se jouer dans l'Est égéen, les Athéniens décidèrent en 412 de s'implanter durablement dans cette région et s'installèrent à Samos, en faisant éliminer par les démocrates locaux les opposants éventuels, d'où ils purent rayonner et tenter de regagner le terrain perdu par les défections. Cette vigueur de la contre-offensive athénienne rassura les factions démocratiques. Il en existait encore des cités d'Asie mineure, et rien d'étonnant alors que se multiplient à partir de 412 les guerres civiles dans les cités, attisées par la présence de troupes étrangères sur leur sol. À Samos, les stratèges athéniens reçurent les avances d'Alcibiade qui prétendit obtenir un renversement d'alliance de Tissaphernes en faveur d'Athènes en échange de l'instauration d'un nouveau régime à Athènes et de son retour personnel. Proposition qui reçut un écho favorable d'opposants traditionnels à la démocratie à Athènes, souvent les plus riches des citoyens, supportant par conséquent les dépenses liées à la guerre. Si l'Assemblée d'Athènes accueillit favorablement ces avances, ces projets n'aboutirent pas. Soit que Tissaphernes préféra poursuivre une politique d'affaiblissement simultané des Grecs, soit qu'Alcibiade se prévalait d'appuis imaginaires. La démocratie n'en fut pas moins renversée à Athènes par l'armée de Samos, composée essentiellement de marins, les plus favorables des Athéniens au régime démocratique, refusa cette révolution oligarchique. Deux partis étaient dressés l'un contre l'autre, alors que la guerre faisait rage. C'était d'autant plus gênant pour Athènes que les Lacédémoniens redoublèrent d'énergie, passant un troisième accord avec le roi, représenté cette fois par les deux satrapes, Tissaphernes et Pharnabase, puis se décidant à attaquer les possessions vitales pour les Athéniens, les détroits, Lampsaque puis Byzance furent prises, et le B. À la fin de l'été 411, la flotte athénienne fut mise en déroute non loin d'Érétrie, précipitant toutes les cités de l'île, l'un des greniers d'Athènes, dans la dissidence. Les hésitations spartiates jointes à l'esprit d'initiative athénien rétablirent la situation. Les marins de Samos choisirent comme stratège Alcibiade, lui qui avait pourtant suggéré le renversement de la démocratie, tandis que le régime oligarchique des 400 tombait à Athènes, victime de ses atermoiements devant les offensives ennemies. En même temps que la réconciliation entre les deux parties s'engageait, des victoires navales en Hellespont permirent de sauver l'essentiel, la route du blé pour ravitailler la ville. Au printemps 410, une nouvelle victoire athénienne au large de Cyzique, en Propontique, acheva de retourner la situation ou de donner cette impression. Les péages sur le Bosphore et divers pillages en territoire perse assuraient l'entretien de la flotte, à tel point que les Lacédémoniens proposèrent une paix que les Athéniens, entraînés par Cléophon et leur enthousiasme retrouvé, repoussèrent. Les perspectives militaires devenaient d'autant plus encourageantes que nombre de positions stratégiques étaient reprises dans le nord de l'Égée, notamment Thasos et Néapolis, avec l'établissement de relations moins dominatrices entre Athènes et ses alliés, peut être prises sous l'influence d'Alcibiade. Celui-ci, lavé de toutes les condamnations de sacrilège décidées contre lui en 415, revint en triomphateur à Athènes en été 407. L'heure semblait proche de la victoire finale. Ce n'était qu'illusion, car avant même qu'Alcibiade ait atteint le Pirée, le plus jeune fils du roi Darius II, Cyrus le Jeune, arrivait en Ionie, mandaté par son père pour mener à bien avec la dernière vigueur la guerre aux côtés des Lacédémoniens et chasser définitivement les Athéniens d'Asie mineure. La politique de balance, menée depuis quelques années par Tissaphernes et Pharnabase, se terminait au moment précis où, du côté spartiate, parvenait sur le devant de la scène un homme de la trempe de Brasidas, Lysandre. Très vite, l'esprit de décision du Navarque, chef de la flotte lacédémonienne, fit la différence. Alors qu'Alcibiade attaquait Phocée, l'un de ses lieutenants se porta sans crainte au devant de la flotte de Lysandre et subit une lourde défaite devant Notion, hiver 407-406. Premier échec d'Alcibiade depuis son retour aux affaires, dont profitèrent ses adversaires à Athènes pour le faire destituer. La situation ne s'améliora pas pour autant. Son successeur, Conon, fut bloqué à Mytilène par la flotte de Callicratidas qui avait remplacé Lysandre à l'issue normale de son année de charge. Une armée de secours parvint à Lesbos et, au large des îles Arginusès, détruisit presque entièrement la flotte péloponnésienne en 406. Victoire pour le moins amère si l'on considère que les stratèges vainqueurs furent condamnés à mort dans des conditions extrêmement troubles. Xénophon, Hellénique 1-7. Pour ne pas être parvenus dans la tempête qui s'était levée à la fin de la bataille, à sauver les marins jetés à l'eau, ni à ramener à bord les corps noyés. Ce procès invraisemblable à nos yeux, dans une conjecture aussi grave, révèle avant tout des tensions que la défaite finale allait exacerber encore. Car les dés étaient jetés. Lysandre remplaça Callicratidas, non point formellement,
car il ne pouvait y avoir itération de la charge de Navarque, mais de fait, et ce, à la demande des alliés qui semblent n'avoir eu confiance qu'en lui, et avec le soutien de Cyrus, Athènes, toujours assiégée par Agis depuis Décélie, il résolut de porter le coup fatal dans les détroits, puisque désormais, seul le contrôle du passage maritime permettait à la cité de se ravitailler encore. C'est donc naturellement dans l'Hellespont que la flotte, éprouvée et inférieure en nombre, fut anéantie au mouillage par celle de Lysandre, Égos Patamos 405. Le reste n'était plus qu'un jeu d'enfants. Tous les Athéniens en place dans les cités alliées, effrayés par le succès de Lysandre, fuirent vers leur cité, où ils ne firent que grossir en réalité le nombre des assiégés. Avec méthode, Lysandre nettoya le littoral asiatique et les îles, notamment Samos, de toute présence athénienne, et y implanta des régimes oligarchiques. Affamés, les Athéniens cherchèrent en vain à traiter avec le roi Agis. Théramène, qui avait déjà soutenu les premiers pas de l'oligarchie de 411, fut envoyé en ambassade auprès de Lysandre dans le but de trouver les termes d'une paix qui ne pouvait plus être équilibrée. Déjà, les Corinthiens et les Thébains réclamaient la destruction pure et simple d'Athènes. Les autorités spartiates n'allèrent pas jusque-là, moins par souci d'humanité ou pour préserver l'intégrité d'une cité qui avait combattu les Perses. Ce fut la justification officielle des Lacédémoniens que, par la volonté de ne pas voir, aux frontières d'une ville en ruine, se dressait une cité, Thèbes, qui prendrait trop de puissance. L'accord se fit sur la base d'une reddition pure et simple, avec entrée d'Athènes dans l'alliance de Sparte, la destruction des longs murs, symbole de sa puissance passée, la remise des vaisseaux subsistants, et le retour à la constitution des ancêtres, Patrios Politeia, expression bien vague et sujette à toutes les interprétations, en date du 404. Le pire était encore à venir pour Athènes, car, à la faveur du retour des bannis, exigé par le vainqueur, un régime oligarchique se mit en place, mené par Théramène et Critias, soutenu par Lysandre en personne, qui arriva durant l'été 404 à Athènes. Très rapidement, les éléments les plus extrémistes des oligarques, dirigés par Critias, un ancien élève de Socrate, prirent le dessus, pourchassant les démocrates et se livrant à des règlements de compte sanglants, instaurant un régime très violent dirigé par 30 personnes, d'où le nom de 30 donné à cette révolution, à l'image des régimes de 10 oligarques, les décarchies, installés par Lysandre dans les villes reconquises. Les plus modérés de cette oligarchie, et notamment Théramène, furent bientôt balayés. Les démocrates qui avaient fui à temps s'étaient réfugiés à Thèbes, soulignant ainsi son mécontentement de ne pas avoir été suivi, et de là formèrent une troupe qui, appuyée par des citoyens restés sur place, parvint, après de durs combats, à isoler les partisans des 30, à reprendre le pouvoir et réinstaller la démocratie sous les yeux des Spartiates qui laissèrent faire. Témoignage d'une nette différence d'analyse entre Lysandre, favorable aux 30, et Agis, préoccupé surtout de ne pas donner trop d'importance à celui qui n'était à ses yeux qu'un simple chef de guerre. Les démocrates vainqueurs décidèrent, chose bien rare en Grèce, de proposer une réconciliation générale entre les citoyens, avec amnistie. Il serait mieux de dire amnésie. Des responsables du coup d'État de 404, exception faite des meneurs. La cité retrouvait son antique régime et son unité, mais cela se faisait sur un champ de ruines, au propre comme au figuré.